Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne, je pense, absolument tous. Le bonheur. Oui, un vaste sujet. Mais on va le faire avec un guide. Un peu particulier. On peut le dire, ouais. Le philosophe Arthur Schopenhauer, souvent surnommé le champion du pessimisme. Exactement. On a entre les mains un extrait de ses aphorismes sur la sagesse dans la vie, et notre mission, c'est un peu de voir comment il démonte cette idée que le bonheur se trouverait à l'extérieur de nous. C'est un texte qui prend vraiment à rebrousse-poil notre époque, qui est obsédée par la réussite, l'image. Les possessions, tout ça. Voilà. Lui, il nous force à revenir à l'essentiel. Il y a une question fondamentale, je crois. Qu'est-ce qui compte le plus pour être heureux? Ce que l'on est ou ce que l'on a? Et sa réponse est, disons, tranchée. Sans concession. Alors, allons-y. Par où il commence, Schopenhauer, pour construire son argumentation? C'est quoi son point de départ? Son point de départ, c'est ce qu'il appelle la personnalité. Pour lui, c'est le socle. C'est tout. La personnalité, c'est-à-dire? Notre individualité, notre caractère, notre intelligence, notre sensibilité. Pour lui, c'est le seul facteur qui influence notre bien-être directement et surtout constamment. D'accord. Et le reste? L'argent, le statut? Tout le reste, ça n'agit qu'indirectement. C'est juste le décor, quoi. Et il a une métaphore assez violente pour ça. Ah oui? Il dit que pour une personne dont l'individualité est, disons, de mauvaise qualité, toutes les jouissances seront comme un vin exquis dans une bouche imprégnée de fiel. Waouh! L'image est brutale. Mais elle est très claire. Oui, c'est incroyablement parlant. Peu importe ce qu'on te sert, si ton palais intérieur est gâté, tout aura un goût amer. C'est exactement ça. Il oppose les biens subjectifs qui sont en nous, Un caractère noble, un corps sain. voilà, et les biens objectifs, extérieurs. Les premiers sont permanents, les seconds sont totalement éphémères. Il cite même Aristote pour ça. Qu'est-ce qu'il disait Aristote? En gros, que notre nature profonde est la seule chose qui dure, pas nos possessions matérielles. C'est ce qui est en nous qui reste. C'est vrai que ça explique un truc. On supporte beaucoup mieux un coup dur qui vient de l'extérieur, une malchance, qu'une souffrance qui vient de nous, d'une de nos erreurs. Oui, et c'est un point de vue assez dur, finalement. Il nous dit « Le destin peut changer, mais notre propre qualité est immuable. » C'est terrible dit comme ça. Si on fait faillite, on peut, en théorie, se refaire. Mais si le problème, c'est notre tendance à l'anxiété ou à la colère, là, c'est plus compliqué. Pour lui, tout part de là. D'accord. Donc tout vient de l'intérieur. Mais est-ce qu'il y a une qualité qui est plus importante que les autres? Une sorte de joker du bonheur? Absolument. Il y en a une qui écrase toutes les autres. C'est la gaieté, l'humeur enjouée. La gaieté. Oui, c'est le Graal. Et il dit une chose très simple mais très profonde. Celui qui est gai a toujours motif de l'être par cela même qu'il l'est. La gaieté, en fait, se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de cause extérieure. Non. Et il a une autre analogie, économique cette fois, qui est brillante. Pour lui, la gaieté, c'est l'argent comptant du bonheur. L'argent comptant. J'aime beaucoup l'image. Tout le reste, la richesse, la gloire, le savoir, ce n'est qu'un billet de banque. C'est génial. La richesse, c'est une promesse de bonheur, un genre de carte cadeau. Mais la gaieté, c'est le plaisir direct que tu peux dépenser tout de suite. Voilà, et c'est crucial parce que, comme il le rappelle, notre vie, c'est juste une actualité indivisible entre deux temps infinis. On ne vit que dans le présent. Donc, ce qui nous rend heureux maintenant, c'est la seule chose qui compte. Exactement. Et c'est là qu'il fait une observation sociologique assez audacieuse. Ah, j'aime bien quand il se mouille. Alors, qui sont les plus gais selon lui? J'imagine qu'il ne va pas me dire les grands de ce monde. Vous avez vu juste, il affirme qu'on trouve beaucoup plus de visages contents chez les travailleurs, surtout ceux qui travaillent la terre, que chez les riches et les puissants. Où il ne voit que des figures soucieuses et chagrines, c'est ça. C'est ça. C'est une idée qui va à l'encontre de toute notre culture, du succès, de l'image sur les réseaux sociaux. Un influenceur millionnaire mais angoissé serait pour lui bien plus malheureux qu'un artisan passionné qui gagne juste de quoi vivre. D'accord, donc la gaieté, c'est le but. Mais ça semble un peu abstrait. On ne peut pas juste décider d'être gai. Si. Concrètement, on commence où? Sa réponse est d'un pragmatisme total. Ça repose sur une seule chose. Laquelle?
la santé. Point. Ah. Pas de gaieté possible sans une bonne santé physique. Il écrit même que les 9/10 de notre bonheur reposent exclusivement sur la santé. Les 9/10, c'est radical. C'est énorme! Mais ça se tient. Quand on est malade, même la meilleure nouvelle du monde nous laisse froid. Tout est gris. Et en pleine forme, un simple rayon de soleil peut nous rendre joyeux. Exactement. Notre état physique, c'est le prisme à travers lequel on perçoit le monde. Mais il ne s'arrête pas là. Pour lui, la santé, c'est actif, c'est dynamique. Et pour ça, il n'y a qu'un seul secret. Le mouvement. Il cite Aristote. La vie est dans le mouvement. Ah mais attends, c'est fascinant ça. Il ne parle pas juste de ne pas être malade, mais de bouger activement. Oui, et il décrit ça avec une image très forte. Il oppose ce qu'il appelle le tumulte interne de notre corps. Le cœur qui bat, les poumons. Voilà. Tout ça, c'est une usine en pleine activité. Et il oppose ça au repos externe d'une vie sédentaire. Et quand on impose une immobilité quasi totale, comme une journée de bureau, on crée ce qu'il appelle une disproportion criante et pernicieuse. Le mouvement intérieur a besoin d'être équilibré par un mouvement extérieur. Pour être en bonne santé, on a besoin d'être secoué par le vent. C'est incroyable. Il est en train de nous décrire le programme bien-être d'un start-upper. Fuis le stress, fais tes 10 000 pas par jour. Il a écrit ça il y a 200 ans. Sur le plan de l'hygiène de vie, c'est d'une modernité bluffante. Mais On est chez Schopenhauer. donc ce n'est jamais aussi simple. Jamais. Il ajoute une nuance de taille. Et c'est peut-être la partie la plus pessimiste. Ok, donc bonne santé, beaucoup de marche, et c'est bon. Ça me paraissait un peu trop facile. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est le facteur sur lequel on a le moins de contrôle, le tempérament inné. Ah, Il reprend une vieille distinction de Platon entre deux types d'humains. D'un côté, les dyskolos. les... comment? Dyskolos, on peut traduire par les esprits chagrins, les inquiets, ceux qui voient toujours tout en noir. D'accord. Le verre à moitié vide. Et de l'autre, les eukolos, les esprits faciles, les gais, les optimistes. Pour lui, on est dans une de ces deux catégories. Et ça se manifeste comment, concrètement? Ça change radicalement la manière de vivre les mêmes événements. Il donne un exemple très parlant. Prenez quelqu'un qui se lance dans 10 projets. Ok. Le dyskolos, l'esprit chagrin, il en réussit 9. Eh bien, il ne va pas se réjouir des 9 succès, il va être obsédé et malheureux à cause du seul projet qui a échoué. C'est terrible. Et j'imagine que l'optimiste, c'est l'inverse. Exactement. Dans la situation inverse, s'il échoue 9 fois mais réussit une seule fois, il ne va pas se lamenter, il sera consolé et réjoui par cet unique succès. Ils ne vivent tout simplement pas dans le même monde, en fait. Voilà. Même si les faits objectifs sont les mêmes. Et ça mène à ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du pessimiste. Un paradoxe. C'est-à-dire? Le dyskolos, l'inquiet, il souffre en permanence de maux imaginaires, il anticipe toujours le pire, D'accord. mais en contrepartie, il subit moins de malheurs réels. Parce qu'en voyant tout en noir, il est toujours sur ses gardes, il prend 1000 précautions, il n'est jamais vraiment déçu. Parce qu'il s'attendait d'au pire de toute façon. C'est un drôle de calcul. Mais cette mélancolie, ce côté sombre, il en fait quelque chose de positif. C'est là que ça devient intéressant. Il fait un lien encore avec Aristote entre ce tempérament mélancolique et le génie. Ah oui, la fameuse phrase d'Aristote « Tous les hommes qui ont été exceptionnels étaient manifestement des mélancoliques ». L'idée, c'est qu'une plus grande sensibilité, qui est la source du talent, est aussi la source d'une perception plus aiguë de la souffrance. Le génie et une certaine tristesse de fond seraient les deux faces de la même pièce. C'est ça. Cette idée des deux tempéraments, ça me fait penser. Il cite des exemples littéraires. Absolument, il adore ça. Il cite Shakespeare, qui a parfaitement décrit ça dans Le Marchand de Venise. Ah oui, c'est vrai. Shakespeare y décrit deux types d'hommes. Ceux qui sont toujours prêts à rire de tout, comme un perroquet devant un joueur de cornemuse. Et les autres? Ceux avec une physionomie de vinaigre. J'adore cette expression, on en connaît tous. C'est l'expression parfaite pour le dyskolos. C'est exactement ça. Et cette distinction, c'est vraiment la clé de voûte de sa pensée. Le bonheur dépend moins des événements que du filtre, gai ou sombre, que notre tempérament inné impose. Donc si je résume, notre bonheur, c'est une sorte de loterie à la naissance. On reçoit un tempérament, ensuite, notre seul travail, c'est de bien entretenir la machine, notre corps, et tout le reste, carrière, argent, c'est du bonus, voire une distraction. C'est une vision très déterministe, oui. Et cette logique l'amène à une conclusion finale assez sombre mais cohérente sur la question du suicide.
Ah oui, hein. Comment il applique ça au suicide? Il explique que la cause qui pousse au suicide est inversement proportionnelle à notre niveau de mélancolie inné. Pour le dyscolos le plus extrême, un simple malaise permanent, une vie qui semble fade, même sans tragédie, peut suffire. Le suicide devient presque une issue naturelle à sa condition. De son point de vue, oui, un soulagement. Alors que pour les Phocolos, l'optimiste, il faudrait une catastrophe absolue. Exactement. Pour que cette personne-là en arrive à considérer la mort, il lui faudrait un malheur objectif immense, écrasant. Ce n'est pas l'événement qui décide, mais le terrain sur lequel il tombe. La même tragédie n'aura pas le même effet sur tout le monde. Voilà, c'est sa démonstration finale, que tous, absolument tout, se joue à l'intérieur. C'est d'une logique implacable et assez glaçant. Et ça nous laisse avec une vraie question. Oui. La question qu'on peut se poser en refermant ce texte, c'est quelle est notre marge de manœuvre au fond ? Si notre potentiel de bonheur est si fortement déterminé par notre tempérament de naissance et la simple mécanique de notre corps, est-ce que travailler sur soi a vraiment un sens ? Ou est-ce que notre seule sagesse consiste à apprendre à jouer au mieux les cartes, bonnes ou mauvaises, que la nature nous a distribuées au départ ? C'est une pensée à méditer.